Bonsoir à tous, bienvenue sur VHT et RCFM pour suivre ce rendez-vous hebdomadaire réalisé en partenariat avec le quotidien Corse Matin. Un taux de chômage élevé, une progression nettement supérieure à la moyenne nationale, rien de nouveau pour cette rentrée sociale dans l'île où malgré les politiques nationales et leurs déclinaisons locales, les indices économiques sont toujours dans le rouge. Pourtant, sur le front social est en apparence calme, même si ce n'est que le dossier SNCM qui pourrait susciter quelques remous. Pour le reste, l'atonie paraît générale. Alors, pour parler de cette rentrée sociale, un invité tout indiqué, Jean Brignole, le secrétaire national du STC. Jean Brignole, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous parlerons avec vous de la situation économique de l'île, la situation sociale bien évidemment, des dossiers en cours, mais aussi des projets gouvernementaux, notamment concernant la modification possible du Code du travail, sans oublier bien sûr la situation de votre organisation syndicale et son évolution. Alors, nous le ferons avec mes deux fidèles confrères, Roger Antèche de Corse Matin, bonsoir Roger. Bonsoir. Et Patrick Winchiguer de RCFM, que je salue également. Bonsoir. Alors Jean Brignole, il nous a été difficile en préparant cette émission de trouver un élément marquant dans l'actualité sociale, hormis la SNCM dont nous parlerons dans un instant. Le fait qu'il n'y ait pas de mouvements sociaux d'ampleur, est-ce à dire qu'il n'y a pas de problème, mais que les salariés sont plutôt enclins à ne pas vraiment se mobiliser? Je crois qu'il n'y a pas de mouvement d'ampleur. Aujourd'hui, malheureusement, il y a des mouvements ponctuels, il y a des situations, on l'a connu à la CAB, on l'a connu il y a deux jours à GDF Suez sur l'emploi, sur le fait qu'on choisisse de recruter autre part ou de faire venir autre part alors qu'il y a des compétences locales et des compétences techniques. On n'est pas simplement dans l'exécution, mais on est véritablement dans la technicité supérieure. Et puis il y a aussi des projets qui sont faits par exemple La Poste, qui demain a la volonté de restructurer le centre de chèques d'Ariège. Cette restructuration, elle se fait de façon normale au niveau national. En Corse, on est mis sur le même pied d'égalité que les autres au niveau du droit commun. Ce qu'on peut faire comme comparaison, c'est que les centres de chèques qui dépendent des DOM, la Martinique, la Réunion, la Guyane et la Guadeloupe, eux gardent toutes leurs prérogatives. Ici, nous acheminons, si nous n'y prenons pas garde et si nous ne nous élevons pas contre cela, à une mono-activité. Une mono-activité, ça veut dire qu'à un certain moment, on aurait un seuil critique d'emploi, puisque mono-activité, ça voudrait dire que quand ça tout saute un peu, ça veut dire que les emplois sont menacés. Aujourd'hui, il y a des pluriactivités. Demain, le projet, c'est une mono-activité, et nous savons aujourd'hui qu'il y a 130, 140 emplois sur le centre. Avec ce système-là, on va vite vers un seuil en dessous peut-être des 100. Alors on nous dit que non, mais nous on sait pertinemment que les évolutions se font toujours dans ce sens-là pour faire des gains de productivité. Et après on est assujetti à la modernité, à la rentabilité, à la productivité. Et là, on ne gagne pas beaucoup parce qu'on est un tout petit centre et qu'aujourd'hui on a besoin peut-être de marquer notre spécificité. Donc les organisations syndicales. Jean Brignole, en dehors de ce conflit potentiel, c'est plutôt le calme plan, cette rentrée, ici comme ailleurs. Hein, je crois qu'il y a de l'activité syndicale. Il y a de l'activité syndicale. Après, il y a aussi la situation des gens. Les gens qui sortent d'une saison touristique, ceux qui ont travaillé dedans. Il y a des licenciements qui se font sans que personne ne se manifeste. Alors après, c'est le choix des salariés. Là où il n'y a pas de représentation syndicale, il est difficile aux gens de venir, souvent on les voit venir après, simplement pour régler des cas individuels. Mais il n'y a pas de mobilisation dans certains endroits. Dans certains, il y a eu des mobilisations sans que ça prenne un impact médiatique, parce qu'on a fait notre travail de syndicat au sein de ces entreprises. Est-ce qu'on relève chez les salariés notamment cette peur de perdre son emploi qui annihilerait toute volonté de se mobiliser? Le comportement a changé de ce point de vue-là? Le comportement a changé parce qu'aujourd'hui il y a des gens qui veulent garder leur emploi par rapport à la situation économique, mais il y a aussi, c'est un paradoxe, beaucoup de gens qui ont envie de se défendre, qui essayent de l'ouvrir, excusez-moi du terme, hein, parce que pendant des années et des années, ils ont été confrontés à un patronat corse clientéliste, réactionnaire, paternaliste, et qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de gens qui viennent. Alors, quand ils viennent, ça ne veut pas dire qu'automatiquement, il y aura une situation conflictuelle, parce qu'il y a un travail syndical, et que peut-être le poids de l'organisation syndicale fait qu'on arrive à trouver des solutions. Est-ce qu'on discute davantage avec le patronat? Alors, avec certains, oui, mais avec certains, non. Avec certains, non. Il est très difficile, j'ai entendu une autre organisation se plaindre de la difficulté de faire des sections syndicales. Pareil, nous, violence patronale. Nous, on le vit depuis 30 ans, puisque nous avons fait le choix véritablement d'aller dans les toutes petites entreprises dès le départ.
au-delà de la fonction publique. Et dans ces toutes petites entreprises, le dialogue social n'existe pas. Il faut le créer, il faut l'obliger, il faut à un certain moment mettre toute notre énergie à ce qu'on dialogue, on discute. Malheureusement, je crois que ce n'est pas dans l'air du temps pour certains de véritablement retrouver autour de la table et essayer de trouver les solutions. Alors les solutions, lorsqu'il y a une situation économique, c'est pas simplement de mettre les gens à la porte, c'est pas simplement de faire des ruptures conventionnelles, parce qu'on en voit des centaines et des centaines. Les ruptures conventionnelles, c'est un épiphénomène. Il y a beaucoup de ruptures conventionnelles, ça voudrait dire que derrière, les gens ont la possibilité de retrouver un emploi. C'est pas vrai. Souvent, la rupture conventionnelle, c'est un licenciement déguisé. Les points de crispation qu'on a observés sont surtout dans la fonction publique ou autour de la fonction publique. C'est-à-dire que le rapport de force syndicat-patronat, il marche mieux dans les petites entreprises. On arrive toujours à trouver une solution alors que c'est plus difficile de s'adresser aux administrations. Parce qu'aujourd'hui, créer une section syndicale dans une petite entreprise, mais il y a des gens qui refusent rien que le fait d'avoir un syndicat dans leur entreprise. C'est pas de maintenant, mais aujourd'hui c'est encore plus exacerbé. Quand c'est une situation de crise. Dans quel secteur? Dans tous les secteurs, que ce soit dans le tourisme, que ce soit dans le BTP, que ce soit dans le commerce, on a, y compris des services, on a des difficultés, je vais prendre des exemples concrets, à être dans les établissements pour personnes âgées dépendantes, pour faire valoir un véritable dialogue social, parce que les gens ne sont pas habitués à ce qu'il y ait un comité d'entreprise, à ce qu'il y ait des délégués du personnel, à ce que les salariés puissent revendiquer un certain nombre de choses. On dirait que c'est leur chose et qu'à un certain moment, vouloir discuter, c'est remettre en cause leur pouvoir. Quels sont les secteurs, aujourd'hui vous êtes au cœur de l'économie, vous aussi en tant que partenaires sociaux, les secteurs aujourd'hui qui semblent le plus impactés, là où il y a des risques de licenciement en Corse, c'est quoi le BTP Le BTP par rapport à... On vous alerte là-dessus? Bien sûr, et par rapport aussi au marché public, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens dans le BTP qui disent il faut plus d'État, il faut plus d'État, il faut plus d'État, mais ils demandent de plus en plus la manne publique, parce que c'est la manne publique qui fait pour les gros groupements industriels le maximum de chiffre d'affaires. Après, l'activité, elle est sujette aussi à l'emploi. Parce que quand on parle de BTP ou de tourisme, c'est là où on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus d'emplois déportés et où les règles, y compris la concurrence entre entrepreneurs, ne jouent pas. Puisqu'il y a des gens qui s'assoient ou appliquent des règles à minima du Code du travail tel qu'on leur permet de faire. Et par rapport à ceux qui revendiquent et qui, on a eu par le passé des sociétés qui sont montées au créneau, on est monté au créneau en début d'année pour dire attention, dans ces sociétés-là, il y a du droit social, dans d'autres, il y en a peut-être moins. Alors quand on choisit l'autre, on met à mal y compris le droit social dans la première et de façon, je dirais, normale, le droit social dans toutes les sociétés. Alors, il y a un marqueur essentiel de cette situation économique, c'est évidemment le taux de chômage. Alors, il est élevé en Corse, on a eu encore des chiffres cette semaine, sa progression est nettement supérieure à la moyenne nationale. Il y a à peu près 22 400 chômeurs, un peu plus, en Corse aujourd'hui. Visiblement, aucune politique ne semble porter ses fruits. Comment est-ce que vous l'expliquez, cette spécificité dont on se passerait bien? D'abord, il y a aussi un constat à faire. Entre 2012 et aujourd'hui, il y a 8000 chômeurs de plus. Est-ce que c'est naturel? Nous disons non. Comment vous l'expliquez? On nous a dit... Pourquoi avoir cité 2012 là? Parce que 2012, c'était... La victoire de François Hollande. Non, c'était concrètement le moment où la progression par rapport aux années précédentes était la même. Et puis à partir de 2012, la progression, on était en dessous de la norme nationale en matière d'augmentation, on est devenu au-dessus. Mais il y a un lien de cause à effet avec la politique? Non, peut-être qu'à un certain moment, on a choisi aussi à ce que les gens viennent s'inscrire ici au chômage. C'est ce que vous appelez le phénomène qui ne serait pas naturel. Donc, qui n'est pas naturel, mais concrètement, y compris que lorsqu'on discute avec Pôle emploi, et y compris à la préfecture, on a eu pas mal de réunions, c'est eux-mêmes qui nous le disent. Le ratio à l'époque entre ceux qui partent s'inscrire autre part et ceux qui arrivent, s'inscrire c'est 1000 par an. Donc c'est sûr que si on les rajoute aux gens qui s'inscrivent naturellement, on importe des chômeurs, c'est ce que vous voulez dire. Concrètement, nous on a déjà demandé à ce qu'il y ait une étude là-dessus pour savoir précisément si, puisqu'on a constaté de 2012 à 2015 une augmentation énorme. Donc l'explication selon vous n'est pas économique? Et économique c'est de quoi? C'est-à-dire qu'il y aurait 8000 personnes qui rentreraient sur le marché du travail d'un coup et qui ne trouveraient pas d'emploi. C'est en tout cas ce que tout le monde pense. Oui, mais sauf que nous, on dit clairement qu'il faut regarder aussi si véritablement il n'y a pas un autre phénomène. Le phénomène que les gens ne trouvent pas de travail, et on l'a dénoncé pendant des années, sur la formation, le fait que des entreprises du privé n'aillent pas chercher les compétences locales,
Je veux dire que ce soit dans l'apprentissage, que ce soit dans l'encadrement. On voit malheureusement qu'on a toujours le même réflexe d'aller chercher autre part. Alors, pour plusieurs raisons. Le fait que les gens ne sont pas d'ici, qu'ils ont une autre méthode de travail, qu'ils n'ont peut-être pas les mêmes appuis, les mêmes soutiens, tout ça, c'est complexe. Et on dit clairement qu'aujourd'hui, on a besoin, y compris d'avoir des entrepreneurs. On ne va pas demander à l'État, aux services, aux collectivités locales, parce que là, pour moi, ce serait de la démagogie, mais demander clairement aux entrepreneurs de jouer le jeu là où il y a la possibilité de compétences et d'aller la chercher au plus près du terrain. Et on a une université, on a des centres de formation, on a des CFA, on a beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que les gens qui sortent de ces structures-là, eh bien, ou ils occupent un emploi qui ne correspond pas à leur cursus, et ou alors ils sont obligés de s'en aller pour aller faire une carrière autre part. Les patrons se plaignent en disant que dans certains secteurs, ils n'ont pas la main-d'œuvre locale. Oui, mais à un certain moment, il faut peut-être trouver les moyens. On discute certaines fois avec le MEDEF, la CGPME ou l'EPA, en leur disant mettez en œuvre des possibilités à ce que, avec les organismes de formation, quels qu'ils soient, il y ait le relais naturel qui fasse qu'on vienne chercher l'encadrement lorsqu'il y est, on vienne le chercher localement. Et bien, malheureusement, on s'aperçoit que des grands groupes, et je prends la distribution agroalimentaire, ben, la grande distribution, elle ne joue pas le jeu. Elle a fait monter quelques personnes, alors c'est l'arbre qui cache la forêt, mais concrètement, on fait venir des gens d'autre part. Alors, est-ce que cette capacité, cette compétence sont là localement? On l'a. On pourrait la chercher, on pourrait la développer. Aujourd'hui, on ne le fait pas. Est-ce que dans le phénomène que vous décrivez, qui viendrait enfler les chiffres du chômage, il y a aussi la question des saisonniers qui, entre la fin de la saison et la saison nouvelle, sont stockés, ça, il faudrait demander. Ça, il faudrait regarder. Vous n'arrivez pas à avoir ces chiffres-là? Oui, on arrive à avoir une vision, parce qu'on sait pertinemment qu'il y a des saisonniers qui viennent, surtout dans le tourisme, qui travaillent, et puis à qui on dit, vous pouvez rester là. Au lieu de vous inscrire autre part au chômage, on vous inscrit, on vous héberge, comme ça au mois de mars et au mois d'avril, on reprend la saison. C'est aussi ce phénomène. Ce phénomène qui, c'est sûr que lorsqu'on vient d'une région du nord de la France et qu'on a envie de travailler de façon saisonnière en Corse et qu'on permet peut-être de rester sur place, ben les gens, peut-être, ils n'ont pas d'autre choix. Et leur choix, il est peut-être plus facile à faire dans ce sens-là. Il y a une parade à cela. Certains proposent la création d'un CDI, par exemple, alors, pour les saisonniers. Le CDI des saisonniers, c'est remettre en cause... Proposition de Camille de Rocasière cette semaine à l'Assemblée nationale. Mais c'est remettre en cause le statut des gens. Le CDI des saisonniers, il y a beaucoup de gens qui le demandent depuis des années et des années. C'est comme des gens qui demandent le SMIC corse en dessous du SMIC français. C'est une aberration, c'est quelque chose contre lequel on doit se battre. Pour quelle raison vous n'êtes pas d'accord avec ce CDI saisonnier? Parce que le CDI saisonnier, parce que ça garantit aussi des droits aux saisonniers. Si on a une saison de 6 mois, le CDI saisonnier n'a aucune raison d'être. Si on a une saison de 9 mois, le CDI saisonnier a une raison d'être. C'est ce qu'on appelait à l'époque le CDI, indéterminé intermittent. Aujourd'hui, on a demandé, nous faisons partie d'une commission paritaire de l'hôtellerie et de la restauration, nous avons demandé, y compris à l'ATC, de faire des propositions en matière de allongement de la saison. Parce qu'on ne peut pas dire aux gens, 6 mois d'activité va générer un CDI. Il y a des gens qui ont essayé de faire des grandes maisons, qui ont essayé de faire des CDI et autres. Et des CDI, s'il n'y a pas d'allongement de saison, ça veut dire qu'en 6 mois, on ne peut pas faire une activité de 12 mois et générer des salaires pour 12 mois. Alors il y a un effet d'aubaine pendant 2, 3 ans, 4 ans, puis après l'effet d'aubaine, il se traduit malheureusement par des licenciements et par des passages de CDI en CDD. Il y a eu aussi des tentatives sous l'ancienne mandature et sous celle-là d'accompagner une vingtaine ou une trentaine d'entreprises hôtelières pour, à l'échéance, créer des dizaines d'emplois. Aujourd'hui, on n'a pas eu le moindre effet là-dessus, d'emplois pérennes. Après, les emplois saisonniers, on peut en créer à l'appel, sauf qu'ils sont concentrés entre le mois d'avril et le mois de septembre. Les emplois saisonniers, une main-d'œuvre corse qui est quand même de plus en plus réduite. Beaucoup de gens viennent de l'extérieur. Il doit y avoir une explication. Alors, il y a une explication. Alors, on va dire que c'est le tempérament des gens de ne pas aller travailler dans l'hôtellerie et la restauration. Je ne ferai pas ce résumé-là hâtif. Par contre, je dirais qu'il y a peut-être des gens saisonniers qui n'ont pas encore stabilisé leur vie et qui sont capables de se déplacer, de venir ici en Corse, de rester 6 mois et d'aller faire une saison à la neige. Pourquoi les gens d'ici ne veulent pas travailler dans Parce que malheureusement, je crois qu'il y a des gens qui ont travaillé. On a fait aussi une étude là-dessus sur le fait de travailler en saison ici et d'aller faire une saison à la neige. Ça ne se fait pas dans ce sens-là, ça ne se fait pas. Ou très peu, il y a très peu de personnes qui le font. Par contre, il y a d'autres personnes qui font la neige là-bas et qui vont faire l'été ici. Après, il y a aussi des situations où,
Dans certaines régions, il y a des agriculteurs qui sont, pendant la saison estivale, à faire leur activité agricole et qui, pendant l'hiver, font une autre activité. C'est une activité complémentaire. Ici, les deux activités, après, c'est les conditions de travail. Après, clairement, quand on dit aux gens, quand quelqu'un, prend l'exemple du nord de la France, vient travailler, et qu'on lui dit que les heures supplémentaires, on a fait même un fascicule pour les saisonniers, hein, qui est à disposition de tous les saisonniers à la commission paritaire, pour dire, vous avez des droits, le repos hebdomadaire, les 48 heures de repos, les heures supplémentaires, les machins. Mais quand on regarde, et quand l'inspection du travail regarde, très souvent, c'est pas appliqué. Alors, quand on vient de l'extérieur, c'est peut-être plus facile d'appliquer ces mesures-là à ces personnes que pour des gens d'ici. Il y a aussi l'appel à la main-d'œuvre européenne, ce qu'on appelle les fameux travailleurs détachés. Les entreprises font de plus en plus appel à ce genre de salariés. Comment vous mesurez ce phénomène? Mais je l'ai dit tout à l'heure, les emplois déportés ou détachés, c'est la même chose. Ça veut dire qu'à un certain moment, on va aller prendre des gens qui viennent de pays où le SMIC est à 300 €. Et on va leur dire, vous allez venir ici où le SMIC est à 1100 € net. Et ces gens, ils sont peut-être pas enclins à travailler que 35 heures, avoir toutes les conditions de travail. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous l'embauchez sur une base de 35 heures et qu'il en fait 50 ou 60 et qu'il est payé au SMIC, eh ben, c'est plus rentable pour l'entreprise qui le fait que d'appliquer les règles où on doit payer des heures supplémentaires majorées, où on doit avoir des temps de repos, où on doit avoir un certain nombre de règles. Ça, malheureusement, je l'avais dit quand j'étais venu là en 2013, il y avait les emplois déportés où les emplois en tension avaient été augmentés. Aujourd'hui, malheureusement, on vit directement cet afflux et la concurrence. Quand on discute avec certains entrepreneurs, ils disent « moi, demain, je vais faire la même chose ». Parce que en matière de concurrence, c'est plus une concurrence loyale, c'est une concurrence déloyale. On vient de parler de deux secteurs, le tourisme et le BTP, et le bâtiment et travaux publics, qui sont quand même des gros pourvoyeurs d'emplois. Et quand on est un syndicat comme le vôtre, comment on fait pour casser les logiques qu'on vient de décrire, hein? Eh bien, on essaie de montrer dans des sociétés où on est bien implanté qu'on peut faire autrement. Et c'est la valeur de l'exemple. Dire déjà qu'il y a à respecter un certain nombre de règles, de conventions collectives, d'accords d'entreprise. Et pour nous, c'est l'exemple, c'est si on a pu le faire dans une entreprise qui est peut-être affiliée à un groupe extérieur, mais qui localement a une représentation, ou des entreprises locales, on a la possibilité peut-être d'essaimer autre part et de changer les comportements. Parce que ce n'est pas en faisant de l'incantation, en disant qu'il faut changer la règle, qu'on la changera. Simplement, lorsqu'on pourra dire qu'il y a sur 20 entreprises qui soumissionnent, il y en a 15 qui respectent et 5 qui ne respectent pas, mais les 5 sont obligés de respecter demain. Si on ne le fait pas, si on ne montre pas l'exemple, si on n'incite pas aussi au dialogue social, parce que nous, notre levier d'action, c'est bien le dialogue social, c'est bien le rapport de force que l'on peut mettre dans les entreprises. Alors quand je dis rapport de force, c'est bien un rapport de force dans le dialogue respectueux. On arrive, on discute, on se met autour de la table, on trouve des solutions. Et très souvent, lorsqu'on trouve des solutions, normalement, ce n'est pas le rôle d'un syndicat, mais très souvent, c'est aussi force de proposition. On propose, si on prend en compte ce que l'on dit, mais on s'aperçoit qu'on peut trouver du gagnant-gagnant. Est-ce que ce contexte social, il devrait être pris en compte dans la réception des appels aux appels d'offres? Est-ce qu'on devrait regarder un peu comment... J'ai participé en début d'année à une discussion au conseil départemental de Haute-Corse sur le mieux-disant social. Oui, alors ça c'est quoi? Alors aujourd'hui, les règles, il n'y a pas de mieux-disant social. C'est le moins-disant financier. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et quand on dit... ce qui s'explique par le fait que l'argent public aussi manque aux collectivités locales. Tout à fait. Mais à un certain moment aussi, les politiques ils doivent être en charge aussi du niveau social des populations qu'ils représentent. Lorsqu'on dit qu'on tire vers le bas, eh bien, les politiques sont responsables quand on tire vers le bas et quand on essaie de mettre à main les acquis. Parce que quand dans une société, il y aura 90% de gens qui fonctionnent sans acquis sociaux, sans code du travail, sans convention collective, automatiquement, il y aura une baisse des acquis pour les 20% qui resteraient. Alors venons-en au dossier de cette rentrée, en commençant par la SNCM. Alors au moment où cette émission est enregistrée, nous n'avions pas la décision du tribunal, mais il y a un certain nombre d'éléments qui sont intervenus. Par exemple, le fait que les administrateurs ont écarté les deux offres, celle de Garin et celle de la Stef Bérébi, et en ne prenant de ne garder que le consortium des entrepreneurs et le dossier de Patrick Rocca. Le tribunal va certainement
donner sa décision beaucoup plus tard. En tout état de cause, les solutions proposées, aucune ne vous convient? Aucune. Aucune ne convient parce que déjà, on parle de Pourquoi? Parce qu'elles sont toutes privées? 1400 emplois, parce que d'abord elles sont toutes privées. On nous dit le service public, mais elles sont toutes privées. Le fait qu'elles soient corses, ce n'est pas un atout? Alors je vais être un peu provocateur. Pourquoi? Parce qu'elles sont corses, elles seraient meilleures que les autres, premièrement. Et pourquoi? Parce qu'elles sont corses, les pouvoirs publics et les politiques ne sont pas dedans. Quand on revendique une compagnie régionale publique, pourquoi les politiques? Puisqu'aujourd'hui, semble-t-il, y compris les administrateurs, disent que ce sont les entreprises privées corses qui pourraient gérer. Bon, après, dans les entreprises privées, il faut regarder aussi le statut social des gens qui travaillent dans les entreprises de ces entrepreneurs. Je ne suis pas sûr qu'on ait aussi la panacée du droit social là-dessus. Mais nous, on revendique une compagnie régionale politique. Les uns et les autres. Les deux les autres, uns et les autres. Patrick O'Rourke et Koscama. Simplement, en tant que journaliste avisé, allez regarder combien de représentations syndicales, comités d'entreprise, délégués du personnel, dans les entreprises. C'est simplement un constat qu'on peut faire. Au-delà de notre organisation syndicale, mais de façon plus générale. Il y a des centaines et centaines d'emplois qui sont en jeu. Je ne suis pas sûr que de partout, il y ait la représentation. Après, je reviens sur la demande par rapport à la SNCM. Nous, on revendique une compagnie régionale maritime publique. Aujourd'hui, les publics, on va nous dire, ouais, mais c'est des Corses qui pas le une font. SEM, hein, public, entièrement public. Hein, public. À 100% public. À 100% public. Aujourd'hui, mais même si ça avait été une SEM, aujourd'hui, même pas la SEM, même pas l'idée d'une SEM de production, c'est-à-dire de gestion a été évoquée. Moi, je reprends ce qui avait été voté en 2013 à la DSP pour attribuer à la SNCM, à la CMN à l'époque. Il y avait bien que la possibilité, dans le cas de la faisabilité d'une compagnie régionale, de récupérer les articles 42 ou 43, de récupérer les bateaux, qu'à un certain moment, en cas de situation catastrophique ou économique difficile, d'un des délégataires, on pouvait la CTC. On ne l'a pas fait. On a perdu une opportunité depuis 2010. Et vous trouvez que c'est le rôle de la collectivité territoriale de Corse de se transformer en armateur? Surtout dans un monde la collectivité territoriale de Corse, elle s'est transformée en avionneur lorsqu'elle a décidé de faire une compagnie régionale aérienne. C'était autre temps. C'était à côté d'Air France, c'était pas sur la dépouille d'Air France. Aujourd'hui, on a Vous pourriez me citer aussi les chemins de fer, mais ce n'est pas la même chose. Là, on sait que dans le domaine maritime, il y a une forte concurrence. Alors, il y a une forte concurrence aujourd'hui. Il y a une forte concurrence et les deux, semble-t-il, qui ont les faveurs des administrateurs, ce sont des transporteurs routiers, pour certains, ROC, et y compris le consortium. Moi, j'ai entendu même dans les déclarations de certains dire si c'est pas nous qui sommes pris, on fera autre chose et on ne passera pas par le repreneur. Je m'inquiète de l'intérêt général. Il est où l'intérêt général là? Parce que les transporteurs routiers, ils ont peut-être leur intérêt de transporteurs routiers à faire une compagnie régionale. Une compagnie SNCM avec en majorité d'ailleurs, ils ne au niveau sont pas de tous d'accord entre eux. Semble-t-il. Mais au niveau d'une organisation syndicale comme la nôtre, nous revendiquons une compagnie publique régionale maritime à 100% publique. Les chemins de fer, on était pour un EPIC. On était pour un établissement public, industriel et commercial. La CTC a voulu en faire une SEM. Je ne sais pas si la SEM aujourd'hui, les 15% de la SNCF, ont servi à quelque chose. À rien. Sauf à justifier qu'il fallait un opérateur technique à l'intérieur de la SEM, mais il n'y a rien qui a été apporté. Parce qu'en plus, la SNCF, semble-t-il, se fait payer aussi la prestation. Quel a été l'intérêt de faire une SEM? Mais Jean Brignolet, quand même, au regard de l'expérience, chemin de fer, déficitaire, autour de entre 17 et 18 millions d'euros par an. Une compagnie régionale maritime ne serait pas forcément bénéficiaire. On a vu ce que ça donnait avec la SNCM pendant des années. Mais la collectivité de Corse, comment aujourd'hui, financièrement, peut-elle supporter un tel risque? Je ne suis pas sûr. Aujourd'hui, est-ce que le transport maritime est un transport qui est bénéficiaire? Avec les rotations que l'on demande, que la CTC demande dans sa DSP. Elle demande 23 rotations par semaine. 7 dans les grands ports et 3 dans les autres ports. On est à 23 rotations. Est-ce que des armateurs, pourquoi les armateurs privés de l'époque ne sont pas positionnés sur cette phase-là, sur cette DSP? Il faut se poser la question. C'est qu'à un certain moment, il y a un marché. C'est-à-dire qu'il y avait à peu près 9 millions d'offres et il y avait 3 millions de demandes. Est-ce que 3 millions de demandes, quand il y a 9 millions d'offres, ça ne génère pas de déficit? S'il y a une DSP aujourd'hui. Donc c'est une compagnie réduite. S'il y a une DSP aujourd'hui. Non, mais s'il y a une DSP aujourd'hui, c'est bien parce qu'on considère que les compagnies qui le font n'arriveront pas à l'équilibre. Ou alors il n'y a aucune raison d'être d'avoir une délégation de service public, une aide de continuité territoriale.
Elle est donnée parce qu'on considère que la compagnie qui va le faire va être déficitaire. Oui, mais vous êtes pour une compagnie réduite, un périmètre réduit, Oui, avec moins de traversées et moins de personnel. Alors, Ça veut dire qu'il faut réduire la desserte, par exemple, des ports départementaux? Non. Aujourd'hui, il y a 23. Non, mais aujourd'hui, clairement, on nous 23, c'est la bonne, c'est le bon je chiffre. ne sais pas si c'est la bonne, je ne suis pas le spécialiste du maritime, mais je ne suis pas sûr. Aujourd'hui, c'est la volonté des politiques. Aujourd'hui, le prochain projet, la prochaine mission, c'est entre maintenant, c'est-à-dire entre le mois de janvier et le mois d'octobre, d'écrire la nouvelle DSP. Est-ce que ça sera la même? Est-ce que ça sera avec les mêmes délégataires? Et sur le périmètre de la compagnie, vous n'avez pas répondu. Comment est-ce que vous la voyez réduite par rapport à l'actuelle SNCF? À une époque, on avait fait une proposition entre les deux régions. Aujourd'hui, il y a des gens qui remontent au créneau en disant... Oui, Michel Steph avait posé une motion, rejetée d'ailleurs. Hein. Oui, c'est quand même paradoxal. C'est qu'à un certain moment, on avait pris conscience qu'il y avait peut-être la possibilité au niveau d'entité publique de créer cette chose-là. Aujourd'hui, on dit que la Corse, elle a besoin d'avoir la maîtrise de ce transport. Pas simplement de signer une délégation de service public et dire « je ne vais pas m'en occuper ». Je crée une SEM, ce que veut le président de l'exécutif aujourd'hui, une SEM d'investissement, c'est-à-dire je suis propriétaire des navires. En plus, quand je regarde le montant des offres de reprise, la meilleure, je crois qu'elle est à 20 millions. 20 millions pour acheter des bateaux. En 2005, on disait la même chose pour Veolia, 35 millions pour acheter 400 millions. Aujourd'hui, 20 millions pour acheter 280 ou un peu plus de millions d'actifs. On peut se poser la question. Est-ce que ce n'est pas une belle aubaine pour ceux qui viendraient se positionner, sans avoir les contraintes d'aller armer, d'acheter des bateaux et autres? Ça, c'est la vraie question aussi à se poser. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut faire le deuil d'une compagnie régionale publique ou c'est encore possible selon la décision du tribunal de commerce? Il faudra voir aussi qui sera à la tête de la collectivité territoriale demain. S'il y a des gens qui sont vers la mise en œuvre d'une collectivité... Il n'y a pas grand monde qui est vraiment favorable, en dehors du groupe Corsigali. C'est peut-être l'enjeu aussi. Sont extrêmement prudents. C'est peut-être aussi l'enjeu et les discussions. Alors en tant que STC, on va faire des propositions aux candidats. On parle peut-être maintenant, au territorial, on va faire des propositions sociales. Sociales dans tous les domaines. On va essayer d'élargir, y compris dans le transport. Je crois qu'aujourd'hui, il y a besoin d'avoir, y compris l'éclairage des uns et des autres. Alors, on sait pertinemment que ce ne sera ni le premier ni le deuxième qui détermineront les positionnements, mais peut-être le troisième. Mais on verra que les engagements ou les non-engagements du premier tour, on verra s'ils sont tenus ou pas. Alors on change de sujet pour parler du Code du travail et de l'annonce du Premier ministre qui a promis une réforme de ce code pour l'année 2016. Alors il se base sur le rapport Combrexel qui préconise de négocier des accords de branche et réduire également le nombre de celles-ci pour arriver à une centaine. On négocierait sur les salaires minima, la formation, la prévoyance, la pénibilité. Vous êtes opposé par principe à cette modification? Opposé totalement, parce que clairement, négocier pourquoi? Pour le plus ou pour le moins? C'est pour le moins. Quand on dit aux gens, vous dépendrez d'une branche, vous n'aurez pas le code du travail, au lieu d'avoir un contrat, parce que c'est ça aussi, y compris la loi Macron qui a été votée là, en juillet, c'est au lieu d'avoir un contrat dépendant du code du travail, il dépendra du code civil. C'est une proposition aussi, c'est faire des contrats de gré à gré. Les contrats de gré à gré, quel est le poids du salarié? Le lien de subordination entre une entreprise. Ça existe déjà, des accords d'entreprise. Des accords d'entreprise sociaux sur le maintien de l'emploi. Je signale pas même que l'accord d'entreprise est meilleur que la convention collective, qui est meilleur que le code du travail. Demain, on peut avoir des accords d'entreprise avec ce système-là, qui sont moins bons que le code du travail. Parce que la pression, parce que le chantage à l'emploi, parce que la peur de perdre son emploi, parce que la situation, on l'a vu à Smart. Il y a des gens qui ont dit oui, sauf quand on regarde le vote, 70% de cadres ont dit oui, et 61% d'ouvriers ont dit non. Et à un certain moment, c'est pas du donnant-donnant, c'est pas du gagnant-gagnant. C'est le passage de 35 à 39 heures. À 39 heures. Mais aujourd'hui, la durée effective du travail, c'est plus de 39 heures. On est à 35 heures. Aujourd'hui, le système des 35 heures, je prendrai que cet exemple-là, en France, ce sont des économistes réputés qui l'ont dit, on crée 350 000 emplois. C'est le seul dispositif qui crée autant d'emplois. Avec la possibilité d'avoir des RTT, donc d'avoir du temps de libre, la possibilité, si les salaires étaient allés de pair, de dépenser ce pouvoir d'achat dans d'autres domaines que le domaine purement professionnel, et c'est l'économie. L'économie, elle ne fonctionne que par la consommation. Consommation de pouvoir d'achat. Lorsqu'on est à 35 heures et que le différentiel entre 35 et 39 est payé en heures supplémentaires, c'est un pouvoir d'achat supplémentaire. Lorsqu'on dit aux gens, vous allez remonter à 39 ou remonter à 40 heures en perdant
ce salaire-là. Qui peut accepter ça? Qui peut accepter que demain une société soit faite comme ça? Les 35 heures, il faut savoir aussi qu'en France, alors je parle de la France, c'est paradoxal pour le STC de parler de ça, mais nous on n'est pas en dehors on est en dehors du monde, mais simplement en France, les entreprises françaises n'ont pas perdu de compétitivité jusqu'en 2008 par rapport aux autres, en appliquant les 35 heures. Je signale quand même que les 35 heures ont été appliquées en Allemagne, dans la métallurgie, en 85. Jean-Brieuc, vous diriez comme Martine Aubry, Macron en ras-le-bol? Macron, pour nous, c'est pas un ministre de gauche. Et toutes les pour nous, c'est un ministre social-libéral, social-démocrate, j'en sais rien, mais c'est surtout pas quelqu'un qui va aller défendre des valeurs humanistes, sociales et respectueuses. On parlait encore de la CGT. Mais, alors, paradoxalement aussi, on peut être souvent d'accord avec la CGT, peut-être pas avec les dirigeants de la CGT, mais avec les adhérents de la CGT. Tout à l'heure, quand je parlais de la Poste, on est allié à toutes les organisations syndicales. Parce que quand l'intérêt commun oblige à ce qu'on soit d'accord sur un certain nombre de points, on est d'accord. Après, on a des divergences, mais moi, avoir le discours défiler avec la CGT sur un certain nombre de mots d'ordre, ça ne me dérange pas. On l'a fait pour les retraites, on l'a fait pour la vie chère, on a créé des collectifs ensemble. Après, c'est sûr que si on a été créé, si on a prospéré, ça a dû déranger la CGT. Tout le débat sur le Code du travail, pour vous, il porte essentiellement aussi sur la fragilisation du contrat de travail, sur la facilitation des ruptures. Et maintenant, on voit que ça va jusqu'au prud'homme, hein, jusqu'à une réforme des prud'hommes, nous sommes sur ces ruptures-là. Donc il ne faut pas croire les patrons. Le MEDEF, par exemple, quand il dit que l'un des principaux verrous à l'embauche, il est précisément dans le code du travail et surtout dans la nature des contrats de travail et dans la rupture qui est difficile en France. Aujourd'hui, un CDD, il est plus dans la période du travail, il est plus protecteur qu'un CDI. Aujourd'hui. C'est quand même ubuesque. Mais est-ce que c'est le Code du travail qui fait qu'il y a du travail, du développement économique? Non, c'est pas vrai. Parce qu'à un certain moment, on peut embaucher quelqu'un comme on veut, par rapport à des règles, mais malheureusement aussi, on peut débaucher quelqu'un. La loi Macron de juillet, elle a enlevé un certain nombre de critères, situation familiale et autres, c'est accès à la vote. Les indemnités qui seraient payées, sont plafonnées selon l'entreprise, c'est-à-dire que si vous êtes une entreprise de moins de 7 ans, si vous êtes une entreprise, si vous avez plus de 10 ans, avant, c'était libre, c'était normalement la juridiction qui faisait payer l'indemnité qui était due aux gens. Aujourd'hui, on l'a plafonné. Ça, est-ce que ça facilite et ça participe du dialogue social? Ça met des garde-fous qui sont de façon unilatérale que vers l'employeur, jamais vers le salarié. Aujourd'hui, on n'a pas, lorsqu'un salarié a une situation familiale importante, demain, on pourra, avec la loi qui a été votée, et peut-être les propositions qui sont faites sur le Code du travail, licencier quelqu'un sans aucun critère. C'est ça le danger. Et en Corse, particulièrement, lorsqu'on dit ça, c'est qu'on est des prud'hommes. On est bien représentés, nous, aux prud'hommes. Hein. On a 22 élus sur 42 dans les 2 départements, 11 et 11, et on sait pertinemment comment ça fonctionne. On sait qu'il y a des gens qui, le droit social, ils s'assoient dessus. Après, c'est difficile aux salariés de se battre. Après, quand ils ont été licenciés, très souvent, les employeurs se font condamner pour licenciement abusif. Mais les gens ont perdu leur emploi, le prud'homme ne réintègre pas, et les gens vont aller à Pôle emploi. Alors, Jean-Brieuc, dans quelques mois, 18, normalement, ou plus tard, la Corse devrait devenir une collectivité unique. Plus de départements, plus de conseils départementaux. Mardi dernier s'est tenue une première réunion au ministère de la Décentralisation avec Marie-Lise Lebranchu et les élus corses, une réunion qui a fixé le cadre et le calendrier d'élaboration des ordonnances. Alors, avant d'aborder le détail de la réforme, une question sur le principe de cette collectivité unique. Est-ce que vous y êtes favorable? Oui. Nous y sommes favorables depuis toujours. Nous avons toujours dit que l'échelon départemental, pour nous, n'a pas de raison d'être. Par contre, il y a des votes qui ont été faits à l'Assemblée sur les territoires. Je crois qu'à un certain moment, il faut respecter aussi ces votes-là. Mais nous sommes pour la collectivité unique depuis le début. Et d'ailleurs, nous avons mis en œuvre au sein de notre syndicat des réunions de travail entre les 3 entités, les 3 sections syndicales, des 2 conseils départementaux. Et la CTC, d'ailleurs, prochaine réunion a lieu demain, le 28, lundi 28, qui va discuter de la faisabilité des emplois qui pourraient être doublons, des prérogatives. Moi, ce que je constate dans la proposition de Marie-Lise Lebranchu,
c'est qu'il y a des réunions de travail sur la fusion. Ben nous, on appelle à ce que les organisations syndicales soient autour de la table. Je crois qu'il y a un DRH, un volet social qui est prévu pour le volet social aujourd'hui, il n'y a pas. On n'a pas eu de retombées. Pour les salariés, quoi. Oui, pour les agents des trois collectivités, et surtout pour les missions. Aujourd'hui, vous avez des missions qui sont, je dirais, régaliennes de ces collectivités, exemple l'aide sociale. L'aide sociale des départements, les 10, vont-elles devenir un TRIS? Ça, c'est une question à se poser. Les routes départementales vont toutes devenir des routes territoriales. Donc à un certain moment, il y aura peut-être doublons dans les organigrammes, un certain. Tout ça, ce sont des questions que nous posons. Et en tant que force de proposition, on va essayer d'élaborer quelque chose, mais aussi on lance un appel à être présent dans la discussion. Lorsqu'il y a eu les différentes réformes institutionnelles, le volet social, et en particulier la dernière à Matignon, le volet social a été complètement éludé. Aujourd'hui, sur ce volet social aussi, il y a les ressources humaines cette fois-ci. Non, mais il y a aussi la représentation, quand on parle de collectivité unique, c'est aussi la représentation des organisations syndicales. Aujourd'hui, tout à l'heure, je parlais des DOM qui ont... il y a une commission, elle est peut-être symptomatique, il y a une commission sur la formation professionnelle, où le STC est simplement invité. Et où des organisations syndicales ne le sont pas. Elles sont invitées de fait, parce que la loi le prévoit. Dans les DOM et dans les TOM, il y a une loi spécifique qui dit que il y a une représentativité, y compris territoriale, qui est prise en compte des organisations syndicales. La collectivité unique, pour nous, elle devra aussi définir qu'il y a une représentativité territoriale des organisations syndicales. Nous n'allons pas toujours être à la remorque de dire il faut changer la loi ou se faire inviter. Nous avons dit clairement, nous ne serons pas invités, nous serons membres de droit. Et nous avons interpellé le président de l'exécutif, qui est en charge de la formation professionnelle, et le préfet, pour dire que dans les prochains mois, lors de la discussion sur l'évolution institutionnelle, le volet social, y compris celui-là, devrait être au plan. Vous parlez compétences, représentativité. Moi, je pensais naïvement que le gros du travail dans la fusion des trois collectivités portait sur l'harmonisation des statuts. Mais il n'y a pas que ça. L'harmonisation des statuts, c'est un sacré problème quand même. Mais à un certain moment, parce qu'il y a des différences offices, agences, collectivités territoriales, départements. Alors, les offices et agences, c'est pas des fonctionnaires. Hein? Les trois autres, ce sont des fonctionnaires, des fonctionnaires territoriaux. Mais concrètement, aujourd'hui, on ne peut pas dire on va faire une collectivité unique, l'harmonisation des statuts, mais quelles sont les missions qui vont rester dans cette collectivité unique? Quand je parlais des interventions sanitaires et sociales, il y a des gens qui voudraient bien peut-être que ça soit au niveau des communautés de communes. C'est peut-être aussi un choix à faire. Nous disons peut-être que ce choix-là, pour ne pas faire de clientélisme et de paternalisme et d'assistanat, il faudrait peut-être que ça soit régi par une autorité où la proportionnelle est reconnue et où tous les courants de pensée politique de Corse sont représentés. Au-delà de ces questions un peu techniques, est-ce que vous craignez une réduction des personnels du fait de cette fusion? Et toujours. Toujours. Et c'est la crainte que certaines organisations vont mettre en avant, comme ils l'ont mis à l'époque. Lorsque les personnels de l'éducation nationale ont été transférés à la CTC, ils allaient perdre leur retraite, ils allaient perdre un certain nombre de choses. Maintenant, quand on va voir les gens de la CTC leur dire vous retournez à l'État, ils disent non. Mais on a fait des craintes. Vous parlez de certaines organisations, vous visez la CGT, clairement. La CGT ou la FSU, je veux dire à l'époque, quand on parlait de co-officialité... Vous ne craignez pas de réduction de personnes. C'est bien pour ça qu'on essaie de mettre en place... Une collectivité unique avec près de 5000 employés. C'est pléthorique. C'est énorme. À quoi ça sert la fusion s'il n'y a pas de réduction à un moment donné des personnels, s'il n'y a pas de... Mais qui dit qu'à un certain moment, si on perd des missions, et si ces missions sont dévolues à d'autres, sûrement qu'il y aura... Et peut-être aussi une mutualisation des moyens. Mutualisation. C'est bien pour cela que nous faisons un travail en amont, d'organisation responsable, à dire, là, il va y avoir un problème. Là où les entités sont à s'ajouter les unes à côté des autres, il n'y a pas trop de soucis. Parce que vous savez pertinemment, Jean Brignolet, que beaucoup de recrutements, longtemps, ont été des recrutements clientélistes. Bien sûr. Et vous croyez que le discours que nous tenons, y compris au niveau des sections, c'est pas celui-là, et que les gens qui font partie aujourd'hui de notre organisation syndicale sont souvent peut-être des gens qui sont rentrés par ce biais-là. Aujourd'hui, ils ont une prise de conscience qu'il faut travailler, qu'il faut être force de proposition. Après, nos propositions, semble-t-il, auront peut-être une confrontation avec les positions des politiques. Mais si on n'est pas autour de la table et si on ne fait pas valoir
la voix des agents de ces collectivités, personne ne la fera valoir. Mais on sait par ailleurs qu'il n'y aura pas de casse brutale parmi les fonctionnaires de l'une ou l'autre des collectivités. Et que tout ça, s'il devait y avoir réduction, ça ne se ferait que par une RGPP territoriale, hein, non remplacement de départ à la retraite. Mais à un certain moment, pour contrecarrer aussi la volonté, parce que quand on dit qu'il faut faire de la mutualisation, il faut faire y compris, on parle des collectivités, mais quand on parle de collectivités uniques, ça va impacter toutes les directions départementales. Tous les organismes comme les CPAM, les chambres des métiers et autres, ça va les impacter. Est-ce que demain on aura une caisse primaire d'assurance maladie de la Corse, alors qu'aujourd'hui on a 2 CPAM? Ça aussi, il va falloir que syndicalement, on se batte, et nos représentants syndicaux dans chaque organisme tirent la sonnette d'alarme en disant, si on va vers la collectivité unique, et on sait pertinemment qu'il va falloir aussi un maillage territorial. Ce maillage territorial, on s'approche plus d'une centralisation vers la région d'Ayache. Donc à un certain moment, les gens de Haute-Corse devront aussi définir et demander à ce que ce maillage territorial, les territoires en font partie, à ce que ce maillage territorial ait véritablement lieu, justement, et que les salariés, les agents de ces collectivités soient maintenus dans leurs droits pour ceux qui y sont, et peut-être créer des droits et des situations nouvelles pour ceux qui viendraient. À vous entendre, j'ai cru comprendre que vous regrettiez la disparition, le passage à la trappe de la Chambre des territoires qui devait être implantée à Bastia. Mais à un certain moment, quand on regarde, d'abord c'est une volonté politique de l'Assemblée de Corse. Et c'est l'État qui refuse de le faire. Donc déjà sur ce principe-là, c'est comme sur les autres votes, la co-officialité, le statut de résident. L'État aujourd'hui ne dit rien. Sauf que là, on reproduit un système qui existe déjà à travers les départements. Cette chambre des territoires. Oui, mais chambre des territoires, je ne dis pas que c'est la panacée, parce que c'est peut-être pas... Moi, ce que je regarde, c'est les gens qui travaillent aujourd'hui au conseil départemental, l'intérêt des agents aujourd'hui. Mais l'intérêt des agents, il ne peut pas être coupé de l'intérêt général. Si on défend les agents aujourd'hui, on défendra aussi peut-être une méthode, un autre développement au niveau de la Corse. Vous craignez qu'il soit contraint à une mobilité? Aujourd'hui, on va tout faire pour qu'il n'y ait pas de mobilité, parce qu'on sait pertinemment qu'avec les moyens actuels, on peut garder les gens physiquement dans certains endroits. Après, quand on va s'occuper des routes du Cap, c'est pas quelqu'un de Boniface qui va monter le faire. Quand on va s'occuper de certains services de proximité, c'est pas quelqu'un d'une entité à 100 km qui va venir le faire. L'économie corse, c'est une économie administrée, Jean Brigne, vous en conviendrez. Et vous le jurez aussi que par l'investissement public, il n'y a pas une contradiction là, pour un syndicat de toujours s'appuyer derrière le paravent de l'État, les fonds publics de l'État? Je ne sais pas si on a revendiqué là, des fonds publics. Nous, on ne développe pas aussi un développement économique. Après, le développement économique, il ne doit pas être n'importe où. Un syndicat nationaliste, on a toujours dit que ça va être aussi contradictoire quand on dit que le BTP va mal parce qu'on ne fait plus de résidence secondaire, parce qu'on a bloqué avec la loi littorale. Mais à un certain moment, il faut savoir ce qu'on veut. En tant qu'organisation syndicale, on doit se dire qu'on doit être le mieux disant et socialement le plus adapté aux salariés de cette île, et qui a besoin d'un véritable développement économique. Pas simplement le maintien des services publics, pas simplement le maintien des fonctionnaires territoriaux, mais aussi promouvoir et aider à la création. Quand je parlais des entreprises privées du BTP ou du tourisme, on a des endroits, il y a un camp de vacances où on a signé un camp de vacances qui dépend d'une grosse entité au niveau national, on a signé une prime qui ne s'applique qu'aux résidents Corse. Et qui, s'ils travaillent 6 mois de l'année, on la prime en totalité. C'est ce que font les fonctionnaires aujourd'hui en Corse. On l'a signé. Et on l'a fait signer à Paris. Ça veut dire que quand on l'a fait signer dans cette entreprise-là, on est allé dans d'autres entreprises en disant, voyez, ce que vous disiez qui n'était pas possible, on l'a pu le faire. Et on essaie d'essaimer. On est en phase aujourd'hui d'essaimer sur 2 ou 3. C'est-à-dire qu'à un certain moment, y compris dans le productif, dans le développement économique, y compris dans le tourisme, on a la possibilité. Dans le BTP, on a aussi la possibilité de changer la donne par l'intermédiaire de certaines entreprises où le statut social a été amélioré. À partir du moment où il a été amélioré, on peut aller aussi se confronter à d'autres pour dire, regardez, ça peut se faire sans pour autant à ce qui est pléthore d'emplois supplémentaires. Les gens sont productifs, ils travaillent, ils ont un salaire décent, et derrière cet exemple-là, il peut être reproduit autre part.
Alors on aborde la dernière partie de l'émission, il nous reste 7 minutes pour parler de votre organisation syndicale, le STC. Alors un peu plus d'un an après votre congrès qui a marqué quand même une fracture entre vous et Alain Moscone, les tensions semblent quand même assez vivaces. Vous nous aviez envoyé un communiqué de rectificatif, nous avions fait une erreur sur le titre de M. Alain Moscone et vous disiez que ça avait suscité un tollé chez vos adhérents. Ça veut dire que la querelle n'est pas dépassée encore? Alors, c'est simple. On a eu un congrès qui a été houleux, un avant-congrès pendant plusieurs mois qui a été plus que tendu. Moi, j'ai tourné la page. Aujourd'hui, il y a une représentation syndicale. Le problème, c'est que la représentation minoritaire n'occupe pas au sein de la commission exécutive sa place. Je ne peux que le constater. Sous couvert de dire on ne nous a pas donné la totalité. Ça veut dire qu'elle ne participe pas aux travaux de votre conseil exécutif? Aujourd'hui, sur 4 représentants, il y en a un. Clairement voulu. Donc moi, c'est pas mon choix. Le choix, c'est de travailler. J'ai été minoritaire plusieurs fois dans mon organisation syndicale. Ça fait 30 ans que j'y milite. Et j'ai vu toutes les évolutions, c'est-à-dire de 85 à maintenant, du premier congrès à aujourd'hui. J'ai vu les évolutions. À un certain moment, on a trouver les moyens de fonctionner. Aujourd'hui, on a des enjeux énormes. Des enjeux, tout à l'heure on parlait de collectivité unique, mais d'autres enjeux, y compris de maintien des statuts sociaux des gens, de se battre pour qu'on ait une reconnaissance spécifique, y compris du monde du travail ici en Corse. Il y a des choses qu'on peut faire, y compris avec des employeurs, y compris avec certains qui auraient la volonté de le faire. On va tout faire. On ne va pas rester sur le passé à dire il y a eu des querelles et tout. Nous, on essaie d'aller de l'avant, on essaie de proposer. L'exemple, c'est qu'on a eu des élections professionnelles l'année dernière, en fin d'année, dans la fonction publique. Hein. C'est peut-être la fonction publique où on est sorti premier. C'est paradoxal que le STC sorte premier dans les 3 fonctions publiques. Mais aujourd'hui, le STC fait 38 à 40% des comités d'entreprise, des délégués du personnel, quand la deuxième organisation en fait 26. Ça, on a 22 élus au prud'homme. Ça, c'est la réalité. C'est la réalité. C'est pas, et entre le dernier congrès et maintenant, on est passé de 6500 à 7000. Les divergences, elles sont uniquement de pouvoir personnel, ou alors il y a un problème de fond entre 2 stratégies par rapport à l'organisation syndicale, voire à la philosophie générale du syndicat. La philosophie générale du syndicat a été réaffirmée dans ce congrès, et je crois que personne ne peut dire qu'elle est déviée un tant soit peu. Après, c'est pas parce qu'on dit beaucoup de choses médiatiquement que les choses se font. Après, il y a le travail qui est fourni. Les gens, quand ils votent pour nous, c'est qu'ils reconnaissent le travail qui a été fourni, ou alors on n'est pas allé les chercher pour leur dire de voter. Ils sont venus parce qu'ils nous reconnaissent, parce qu'ils veulent nous donner mandat pour... Exemple, quand il y a eu les élections dans les 3 collectivités au mois de décembre, dans 2 de ces collectivités, on est sorti premier. Ça veut dire concrètement que les gens, notre discours, ils le connaissent, de la collectivité unique, et nous ont fait confiance. Ils ont fait confiance en leurs collègues, mais nous ont fait confiance en tant qu'organisation syndicale, parce qu'ils savaient pertinemment qu'on allait défendre les choses. Aujourd'hui, on est dans une phase où on a beaucoup d'enjeux face à nous et qu'on a besoin d'avoir une unité. La divergence et le droit à tendance à notre organisation syndicale existent depuis 1991. Il existe en interne, pas en externe. Le STC est toujours un mouvement, un syndicat nationaliste? Oui. Hein, plus encore qu'avant, je dirais, parce qu'aujourd'hui, on voit la différence entre les autres organisations syndicales et le STC. Aujourd'hui, le STC se réserve le droit à chaque fois de prendre des positions que l'on pourrait considérer comme politiques, exemple sur les votes de l'Assemblée, sur l'amnistie des prisonniers, sur un certain nombre de choses, ce que peut-être d'autres organisations syndicales ne font pas. Mais si aujourd'hui il y a le STC et qu'il a 31 ans d'existence, c'est parce qu'à un certain moment, on a trouvé notre place, on a trouvé notre discours, et on a des gens qui nous suivent, qui nous accompagnent. Comment vous vous situez par rapport à la mouvance nationaliste? Bon, le syndicat est dans la mouvance nationaliste, toujours, mais comment est-ce que vous vous situez, étant donné que celle-ci est éclatée, qu'il n'y a plus d'unité stratégique? Chez nous, il n'y a pas de... Même si vous ne faites pas de politique. Il n'y a pas de tendance politicienne au sein du syndicat, on a une politique syndicale, on est nationaliste, on revendique, chaque fois quand on revendique la co-officialité, je ne suis pas sûr que d'autres organisations syndicales revendiquent la co-officialité, le statut de résident, l'amnistie sur les prisonniers. On fait notre différence là-dessus. Après, nous sommes une organisation syndicale qui est pour durer. Demain, il y aurait des nationalistes à l'Assemblée de Corse au pouvoir. Nous ferons jouer notre rôle de syndicaliste. De la même manière? Il y a eu la CAB. De la même Il manière? y a eu la CAB il n'y a pas longtemps. En face de nous, on avait des politiques qui pourraient, en majorité la mairie de Bastia, qui pouvaient être, je dirais, dans la même sensibilité. Mais à un certain moment, on a fait jouer notre rôle de syndicaliste.
on a dit que là-dessus, on ne concevait pas un certain nombre de choses. On l'a dit à tout le monde. On l'a dit à François Tate, on l'a dit à ceux qui sont de... Idem à la mairie de Bastia, vous avez une section? Bien sûr, on a une section depuis des années. Et aujourd'hui, je crois que là où on est présent et là où il y a des nationalistes, on n'a pas de contradiction. Très souvent, on peut se retrouver ensemble, sauf que nous sommes une organisation syndicale et nous avons à défendre les intérêts des agents que nous représentons. Il n'y a pas d'antinomie, il n'y a pas de suivisme, il n'y a pas de courroie de transmission. On a défini notre indépendance. Notre indépendance, elle va jusqu'au bout, y compris à dire aux nationalistes, certaines fois, écoutez-nous. De quelle manière allez-vous prendre position, peser sur les territoires et éventuellement prendre position pour tel ou tel dans la famille nationaliste? Et vous allez peser quand même sur les territoires? On va poser des questions. Clairement sur... À toutes les familles Alors à toutes les familles, et en particulier à notre famille. Mais ça, c'est le jeu normal d'une organisation syndicale. Je dis qu'on s'inscrit dans la durée. Demain, la Corse aurait un autre statut d'autonomie, de machin, ou autre. Le STC sera là pour défendre les intérêts des travailleurs, les intérêts du plus grand nombre. Mais en fonction des réponses, vous prendrez quand même position? Non. On regardera ceux qui se sont engagés pour que demain, s'ils sont au pouvoir, qu'ils appliquent ce pourquoi ils se sont engagés. Qu'est-ce que vous attendez de ce vote? Je ne sais pas, aujourd'hui, on n'est pas encore à la définition des listes. On sait qu'on est habitué malheureusement à avoir des égombries, c'est-à-dire de l'alchimie électorale. Moi, je suis un peu loin de ça. Je crois que les Corses, ils ont besoin d'avoir une sérénité. Il faut de la réforme institutionnelle. Il faut défendre un certain nombre de principes, de spécificités. En tant que syndicat, on prendra toute notre place. Jean Brignola, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission. Roger, Patrick, merci à vous. Avant de vous quitter, je vous présente cet ouvrage de Gérard Mar, ancien conseiller municipal d'Ajaccio, ancien proche de Simon Renouch, qui a publié cet opuscule pour sortir du mal développement. Prendre la main, c'est son titre. Il est consacré à l'économie et aux pistes envisagées pour la développer. Voilà, Contraste est terminé. Prochain rendez-vous dimanche, le 4 octobre, avec un nouvel invité. Une invitée d'ailleurs, ce sera Michel Sallotti, présidente de l'association Uleante. Intanto, buona settimana e buona serata.